Bonjour à tous, Vincent Cotenceau, donc moi je suis un médecin au CHU de Bordeaux. Je vais vous parler de biomarqueurs et du traumatisme crânien. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, puis je dois dire que en fait les biomarqueurs en pratique clinique, on ne les possède pas du tout à Bordeaux. Donc l'analyse que je vais vous faire ici est essentiellement bibliographique, mais je vais essayer de vous décliner les différents biomarqueurs dans le traumatisme crânien. Alors d'abord, quand on va utiliser un biomarqueur, il est intéressant de savoir quelle va être sa destination, puisque en traumatologie crânienne, elle peut être complètement différente. Alors ça peut servir bien sûr à faire du diagnostic pour détecter un traumatisme crânien, c'est-à-dire les patients qui souvent vont être définis comme ceux qui vont avoir des lésions cérébrales sur une imagerie, pour pouvoir aussi détecter les taux de complications, ceux qui vont se compliquer, ceux qui doivent rester à l'hôpital par exemple. Ça peut être un marqueur diagnostique pour le suivi des thérapeutiques et puis pour définir des groupes homogènes de patients. Complètement différent est l'intérêt d'un biomarqueur pour faire du pronostic, comme on l'a vu dans l'arrêt cardiaque, puisque les objectifs sont pas du tout les mêmes. Et là, donc, ça permet à posteriori de définir une mortalité prédite sur des patients pour savoir ceux qui vont bien ou mal évoluer. Alors la destination du biomarqueur, elle est intéressante parce que il va falloir analyser les éléments de biostatistique qu'on va nous mettre à disposition différemment. Donc vous savez bien qu'un biomarqueur, on va l'analyser avec des tableaux de contingence en termes de valeurs prédictives négatives et positives, les comparer avec des courbes ROC, mais dans la comparaison des courbes ROC ou même dans la courbe ROC toute seule, on va pas forcément s'intéresser aux meilleurs points d'inflexion en termes de sensibilité, spécificité, mais en fonction de sa destination du biomarqueur, on va privilégier soit la spécificité, soit la sensibilité. Donc c'est intéressant de savoir ça un peu dans l'analyse des éléments statistiques. Si je prends un exemple, si on fait du pronostic, on va s'intéresser essentiellement à la spécificité maximale qui traite peu sensible, donc on va dévier très largement sur la courbe ROC d'un côté ou de l'autre. Et puis dans les tableaux de contingence, il y a déjà des problèmes qui vont poser un problème dans l'analyse des papiers de la bibliographie, parce que le classement entre les patients qui sont malades et ceux qui sont pas malades est pas toujours si simple que ça. En traumatologie crânienne, on définit le devenir du patient selon le terme GOS, c'est le Glasgow Outcome Scale étendu, mais on sait déjà qu'on a des problèmes par exemple avec le GOS 3, parce que ça va regrouper des patients qui sont handicap sévère ou relationnel. Est-ce qu'on les classe mauvais pronostic ou bon pronostic? Ça va dépendre un petit peu des études. Donc, la distinguo entre les patients malades et non malades peut être un problème à prendre en compte dans les éléments de statistique. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, le lieu de production des biomarqueurs cérébraux, donc bien sûr, doit être spécifique au niveau du cerveau. Ça peut être dans le neurone, ça peut être l'axone, ça peut être les cellules de soutien, et ça peut être un peu tout ça. Donc il y en a tout un tas qui sont ici, qui sont de plus ou moins apparents dans la littérature, que je vais vous détailler au fur et à mesure. Russell en a déjà parlé un peu, on a vu cette diapositive sur la cinétique d'apparition des biomarqueurs. Donc il y en a qui sont précoces, ultra précoces. Il faut qu'ils soient, mais pas trop non plus, parce qu'il faut qu'on ait le temps de les doser. Il y a ceux qui vont apparaître, on va dire, à une phase un peu moins rapide, qui peuvent permettre de faire du pronostic, et ceux qui apparaissent tardivement. Et en traumatologie crânienne, c'est intéressant parce qu'ils vont avoir un intérêt pour définir l'encéphalopathie chronique post-traumatique. Premier biomarqueur, le plus utilisé, le plus connu, c'est la protéine S100B, donc très connu en traumatologie crânienne. C'est un marqueur astroglial, c'est le plus étudié. Il a été associé à la sévérité du traumatisme crânien, et surtout les études les plus importantes ont montré son intérêt pour prédire une TDM anormale chez des patients traumatisés crâniens modérés pour permettre une épargne en imagerie. Alors attention, il n'est pas ultra spécifique du cerveau, il peut augmenter aussi dans les traumatismes orthopédiques, mais je dirais que c'est pas le biomarqueur à la limite le plus en vogue dans la littérature, si j'ai bien compris. Alors les premiers papiers sont ceux-ci. Donc il a été montré. Donc c'est intéressant parce qu'en fait ça a été décliné pour tous les biomarqueurs en règle générale en traumatologie crânienne. Alors il permet de prédire donc la positivité d'imagerie de saignement au niveau du scanner cérébral chez des traumatisés crâniens modérés, avec un cutoff qui a été ici défini à 0,1. Les auteurs ont fait ensuite un algorithme pour trier leurs patients, de savoir ceux qui doivent avoir l'imagerie et ceux qui peuvent sortir sans imagerie de l'hôpital. Et puis on a
cohortes de validation qui permettent de le faire dans cette indication-là. Et bien sûr, si vous épargnez de l'imagerie cérébrale, vous allez faire de l'imagerie moindre, donc vous allez avoir des économies. Donc c'est des études pharmaco-économiques qui sont toujours très difficiles à prendre en compte. En tout cas, ils sont allés un peu au bout du process. Donc voilà ce que j'en dirais pour la protéine S100B. On va décaler un petit peu après sur les autres. La NSE, donc neurone spécifique énola, c'est une protéine neuronale qui est produite dans le cytoplasme des neurones, mais aussi, comme on l'a dit, dans l'arrêt cardiaque, parce que très utilisée dans l'arrêt cardiaque. Elle est aussi produite dans les cellules neuroendocrines et les érythrocytes, d'où le risque d'hémolyse et de faussement positivité. Alors certains auteurs ont proposé d'utiliser un index d'hémolyse pour savoir si on peut étudier le prélèvement. Alors la NSE, elle permet de prédire la mortalité et le mauvais devenir chez les traumatisés crâniens. On a des données qui sont positives statistiquement, mais avec une sensibilité, spécificité qui est généralement ce qu'on va retrouver dans ces biomarqueurs en traumatologie crânienne, qui est aux alentours de 60-70% et qui finalement ne nous permet pas de discriminer de façon acceptable des patients si on voulait en faire un outil éthique. Et puis la NSE, un des principaux problèmes, c'est que les dosages sont complètement différents en fonction des trousses qu'on va utiliser, donc il est difficile de définir des seuils. Alors je vais plus m'intéresser à ce biomarqueur que j'ai trouvé très intéressant et qui est quand même très retrouvé dans la littérature, c'est GFAP pour Glial Fibrillary Acid Protein. Donc c'est une protéine gliale composante du cytosquelette astrocytaire. C'est une protéine qui participe au maintien de l'effort cellulaire, à la forme, ainsi qu'au fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle était ultra spécifique au niveau du cerveau. Alors on la décline à toutes les sauces. Donc GFAP comme pronostic de la séquelle neurologique. Alors ça c'est intéressant parce que en fait on va savoir pour les patients qui ont les gauges les plus élevés, c'est-à-dire pour ceux qui ont des séquelles les moins importantes. Alors ça c'est très intéressant parce que ça pourrait permettre une reconnaissance par exemple d'une maladie professionnelle ou d'une maladie tout court d'un patient qui a fait un traumatisme crânien mineur qui n'a même pas tellement été vu en termes d'imagerie cérébrale. Donc, ça peut permettre une reconnaissance. Donc, ça fonctionne relativement sur ce type de patient. Comme la protéine S100B, ça a été décliné pour prédire une TDM positive chez des patients traumatisés crâniens modérés ou traumatisés crâniens tout court d'ailleurs, puisque c'est tout score de Glasgow. Ça fonctionne aussi bien que la protéine S100B, c'est même plus performant, on le verra tout à l'heure. Pour ce qui est de prévenir le mauvais devenir en termes de gauze, là, c'est un peu moins bien puisque cette protéine a une sensibilité spécificité aux alentours de 60% pour stratifier les patients les plus graves en termes de devenir. Donc, je ne pense pas qu'elle puisse être utilisée en pratique clinique dans cette indication-là. Donc, on parlait tout à l'heure de la définition pour détecter des patients avec un traumatisme crânien modéré. Donc, ils sont allés plus loin avec GFAP, puisqu'ils sont allés non pas jusqu'au scanner cérébral pour détecter les lésions cérébrales, mais jusqu'à l'IRM dans un papier qui est relativement récent. Et encore plus loin, en fait, ils recherchent à savoir si GFAP est capable de prédire des lésions à l'IRM chez des patients traumatisés crâniens modérés pour lesquels il n'a pas été mis en évidence de lésions au scanner. Et là, de façon très intéressante, ça fonctionne, et ça fonctionne même plutôt bien. Avec une fenêtre qui est idéalement placée parce que finalement, elle n'est pas à la phase ultra précoce du traumatisme, mais entre 9h et 16h, qui est probablement le moment où le patient est dans les hôpitaux, avec un seuil défini ici aux alentours de 20 picogrammes par millilitre. Donc probablement, GFAP est un bon biomarqueur pour définir la présence de lésions cérébrales chez les patients traumatisés crâniens. Et si on fait un benchmarking, si on fait une analyse différenciée entre les biomarqueurs les plus utilisés dans cette indication, donc entre GFAP et protéine S100B, c'est GFAP qui sort en premier, et donc ça a débouché sur la FDA, sur une autorisation de la mise sur le marché aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la protéine S100B, avec un seuil qui est défini à 22 picogrammes. Ils estiment que ça pourrait faire jusqu'à 100 millions d'économies d'épargne en imagerie cérébrale aux États-Unis, à faire dans les 24 heures sur ventre trauma. Et en plus, il existe maintenant des plateformes ultra rapides sous forme d'une bandelette. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, on a le résultat en 20 minutes.
Une autre protéine qu'on retrouve aussi, c'est UCHL1 pour ubiquitin C terminal hydrolase. Elle est aussi spécifique du cerveau et du corps du neurone. Elle a un rôle dans l'élimination des protéines excessives. Cette protéine, on la connaît puisqu'elle est impliquée dans les pathologies neurodégénératives comme le Parkinson. Donc, on retrouve dans les papiers une corrélation avec la gravité du traumatisme crânien. Elle est prédictive, elle aussi, d'une mortalité dans un groupe de trauma crânien avec une sensibilité, spécificité qui est relativement médiocre elle aussi. Un autre champ de recherche pour les biomarqueurs, c'est de savoir si ça peut permettre de prédire les commotions cérébrales. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un grand marché, c'est celui des athlètes, des patients footballeurs ou de hockey dans les pays nord-américains. En gros, c'est pour savoir si on peut les faire rentrer ou revenir rapidement sur le lieu du terrain. Donc, les biomarqueurs sont utilisés en recherche dans ces indications-là. UCH L1 ne marche pas dans cette indication-là. Ici, je fais un bref aparté sur non pas un biomarqueur direct, mais un biomarqueur indirect. C'est le rapport neutrophile lymphocyte. Ça, c'est un biomarqueur indirect. Il est marqueur de la rupture de la barrière hémato-encéphalique et de la réponse inflammatoire cérébrale. Lui, il marche. Il a un facteur de risque indépendant du mauvais devenir à 6 mois sur un certain nombre de patients. Lorsqu'on a un ratio supérieur à 18, il permet de prédire un bilan de mauvais devenir avec une sensibilité spécificité de 70%. Je vous l'accorde, c'est mauvais, mais finalement, c'est du même niveau de performance de pas mal de biomarqueurs très très chers, mais aussi de l'élément qui est à peu près de sensibilité et spécificité, qui est Glasgow Coma Scale qu'on a à la phase initiale du traumatisme. Donc, il a le mérite de ne rien coûter. Alors, de toute façon, on a toujours ce dosage en pratique clinique. Il a été aussi marqueur du risque de décès avec un cut-off qui sont autour de 15. Donc, un biomarqueur indirect pas très performant, mais finalement qui marche aussi bien que pas mal des autres pour ce qui est du pronostic du devenir, du pronostic chez ces patients traumatisés crâniens. Un autre biomarqueur, neurofilament de type light, lui vient du squelette neuroaxonal. Il marche comme facteur prédictif de risque indépendant. Il sort en multivarié dans la série CRASH et il a été associé à GFAP pour définir en gros la mortalité prédite de ces patients si on associe les données cliniques à 2 biomarqueurs. Bon, je suis toujours un peu dubitatif quand on est obligé d'ajouter 2 biomarqueurs pour avoir quelque chose de positif. Un autre biomarqueur, et puis après on va bientôt s'arrêter, c'est la protéine Tau. C'est une protéine qui se retrouve dans le sang. Il faut utiliser la partie phosphorylée pour être plus précis. Elle est associée à la taupathie, c'est-à-dire à la dégénérescence de la substance blanche, comme on la connaît dans la maladie d'Alzheimer ou dans les autres pathologies neurodégénératives. On sait que dans le traumatisme crânien, il y a une pathologie neurodégénérative secondaire. Donc, c'est une protéine qui est plutôt attendue à la phase tardive, mais finalement, elle a été testée aussi à la phase précoce et elle marche un petit peu comme les autres, avec des valeurs qui sont à peu près semblables à celles des autres biomarqueurs. À la partie plus tardive, elle pourrait avoir un intérêt pour prédire le risque d'encéphalopathie chronique. Il y a peu de papiers encore sur ce sujet. Donc, elle marche toujours, comme les autres protéines, pour prédire une TDM positive chez les patients traumatisés crâniens modérés, pour prédire le devenir avec des données qui sont relativement médiocres. Par contre, pour le traumatisme crânien chronique, c'est une protéine qui marche relativement bien dans ce papier du JAMA. Ça peut se permettre d'avoir une reconnaissance, là aussi, de la pathologie traumatisme crânien. Et puis, à la phase plus tardive, si on s'éloigne un peu du traumatisme, il va y avoir l'apparition d'auto-anticorps. C'est une autre piste de recherche. Donc, on voit l'apparition d'auto-anticorps anti-GFAP. Et donc là, leur persistance à long terme pourrait être un marqueur de la neurodégénérescence du traumatisme crânien chronique. Plusieurs protéines biomarqueurs ont été utilisés pour la commotion cérébrale. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y en a 3 qui pourraient être utilisés dans cette indication-là. Il semble que ce soit la protéine Tau qui serait peut-être la plus intéressante pour la commotion cérébrale.
Si on s'intéresse au devenir du patient traumatisé crânien, donc petit aperçu de ces données crash dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Donc à partir des données de la base de données crash, donc ils ont associé, enfin ils ont recherché en multivarié les facteurs de risque indépendants de la mortalité pour définir une mortalité prédite. Donc au-delà des axos les plus connus qui font le score de base, si on associe GFAP et neurofilaments de type light, on augmente d'environ 0,5 le pseudo R carré, donc c'est plutôt pas mal. C'est bien, je pense, pour stratifier des groupes homogènes de patients. Je pense que c'est moins bien pour faire du pronostic. Finalement, ça permettra pas de pouvoir stratifier des patients pour en faire un outil éthique en tout cas. Donc voilà ce que ça peut donner sur un outil qu'on retrouve sur Internet pour prédire la mortalité des patients traumatisés crâniens. Les marqueurs en devenir, Russell en a parlé tout à l'heure, donc c'est les micro-RNA qui seront probablement les éléments du futur. Ils sont stables, rapidement détectables après le trauma crânien. C'est intéressant de voir la façon dont ils produisent ces biomarqueurs en partant un petit peu à la pêche dans ce papier pour ceux que ça peut intéresser. Donc les candidats du futur. Donc, et pour conclure, en fonction de ce qu'on veut faire du biomarqueur, il y en a certains qui sont utilisables. Celui qui me semble, à la lecture de cette bibliographie, le plus intéressant et le plus en vogue, j'ai l'impression que c'est GFAP, mais ce n'est que mon opinion. Et puis, quand même, en pratique clinique, est-ce que les biomarqueurs sont indispensables à ce jour en traumatologie crânienne? Je dirais que non, parce que d'une part, ils sont pas disponibles en pratique de routine clinique. Peut-être GFAP aux urgences pour prédire le traumatisme crânien modéré épargné de l'imagerie cérébrale, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres recommandations qui sont disponibles en traumatologie crânienne pour leur utilisation. Voilà, je vous remercie.